Bonjour à tous. Nous avons actuellement 3 champions du monde au club. Aujourd'hui, je reçois celui qui en 2002 est devenu champion du monde universitaire de relais. Jean-Baptiste Bourrin nous a accordé un peu de son temps pour nous parler de ses 25 ans de haut niveau, 30 ans de courses d'orientation. Salut JB, comment ça va? Ben ça va, bonjour à toi. Bonjour à toi, merci de nous accueillir pour ce nouvel entretien des athlètes du club de Pélussin, de course d'orientation. Alors ben, un petit peu voilà, la tradition, hein, on te reçoit. Alors aujourd'hui, je crois que tu es attendu, hein, ton interview est attendue au club. Raconte-nous un petit peu qui tu es, depuis combien de temps tu pratiques la CO et puis comment tu es arrivé au club, quoi. Bon ben j'espère que je décevrai personne dans tous les cas, vu que si je suis si attendu que ça. Non, j'ai essayé de la préparer un petit peu cette interview, pardon. Et donc j'ai mon petit prompteur à côté. Donc si vous me voyez regarder un petit peu à côté, c'est pour me référer à certaines informations parce que parfois ma mémoire peut me faire défaut. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Bourrin. Enfin, j'ai 40, bientôt 42 ans. Donc voilà, c'est le plus vieil interviewé pour le moment. Je suis au club de Pélussin depuis 89. Et voilà, et j'habite donc le Puy-de-Dôme, Augerolles, où je vis depuis 3 ans avec 2 enfants et ma chérie. Voilà. Ok. Donc, tu as commencé la CO en 89. Est-ce que tu te rappelles comment tu es arrivé au club et dans la CO? Alors, mon arrivée au club, moi, elle s'est faite un peu via le collège. En fait, ma sœur pratiquait la course d'orientation à la S du collège et elle a dû peut-être être un tout petit peu licenciée dans ses jeunes années. Et puis, ben voilà, donc moi j'étais encore en primaire et un mercredi, elle est revenue avec une médaille de championne départementale de course d'orientation. Donc là, j'ai dit, ah bon, on peut être championne départementale de course d'orientation, pourquoi pas moi et pourquoi je ferais pas mieux que ma sœur et pourquoi pas? Il y avait toujours un petit peu cette concurrence, vu que ma sœur est plus grande que moi, et ben forcément il y avait toujours un peu des comparaisons. Et donc, vu que à l'école, j'étais moins apte à la concurrencer, j'ai dit, tiens, là, c'est peut-être l'occasion. Alors, la course d'orientation, on va essayer de faire de la course d'orientation pour faire mieux que champion départemental, D'accord. UNSS. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu es arrivé au club, à l'école de CO. Euh, Tout de suite, t'as commencé un petit peu les petites compétitions. T'as pris enfin, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu as commencé l'entraînement au club, la prise en main de la carte, etc., comme ça peut se passer habituellement. Mais rapidement, tu es allé vers de la compétition, du coup, ou ça a pris un peu de temps? Je crois que les choses se sont faites très naturellement, en fait, hein, à l'école de CO, on nous proposait en effet d'aller faire des régionales. C'était la famille Parrain, hein, on en a parlé sur certaines interviews qui Bien nous ont sûr. mis bien le pied à l'étrier. Ouais, Donc on bien avait des sûr. séances avec Bernard et Odette. Et oui, oui, ça s'est fait petit à petit. Euh, les séances d'école d'orientation étaient jumelées avec le week-end une départementale ou une régionale. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait Julien Vanel, un conscrit à moi, donc c'était pareil, hein, c'est un petit peu ce qu'exposait aussi Johan. Une petite émulation de groupe et puis en avant, hein, il y en avait d'autres, hein, il y avait Dominique Jamais, enfin bon, il y avait pas mal d'autres jeunes et donc petit à petit on y va quoi, hein. Et donc finalement, ouais, ce qui ressort de cette école de CO, donc tes premiers pas hein, dans la CO, ce qui ressort de ça, c'est quoi? C'est vraiment cette vie de groupe, cette vie de club, les premiers déplacements. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces premières années? Je crois qu'en effet la vie de groupe, les copains. Parce que je pense que la course d'orientation, et en tous les cas c'était mon cas, c'est pas forcément un sport évident au début, Mhm. parce que quand on est plus jeune, on a une appréhension de la forêt, et moi je dois dire que j'ai longtemps eu une appréhension de la forêt, de me retrouver seul en forêt, donc c'est sûr que le fait d'être avec le groupe, et puis
d'avoir des petits résultats finalement en course régionale, enfin arriver à gagner des petites courses régionales, et ben ça motive. On est motivé par le fait d'avoir des résultats, d'être avec les copains. Bernard et Odette qui nous disent que c'est bien, on progresse bien et que ça marche bien. Donc on continue. C'est vrai que avec heureusement qu'il y avait tous ces paramètres-là. S'il n'y avait pas eu ça, il est bien probable que j'aurais renoncé à la course d'orientation. Mais le fait d'être un peu performant, d'être avec des copains et de bien s'amuser en forêt, c'était la bonne alchimie pour continuer, malgré l'appréhension d'être seul en forêt. Je vous D'accord. rassure, c'est plus le cas, hein. Maintenant, je ne me sens presque bien que seul en forêt. Donc voilà, ça a bien changé. Ouais, c'est Je une suis première. pas si sauvage que ça, hein, parce que là, Johan va parler de l'ours du Puy-de-Dôme. Donc non, je ne mords pas et je ne passe pas ma vie en forêt non plus. Ah, une première vérité sur tes débuts, du coup. Oui, 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 oui. Euh, et tu disais donc, ouais, ensuite, tu as commencé à avoir quelques petits résultats, notamment sur les courses régionales. Tu intègres ensuite le groupe cadet. Là, bah voilà, j'imagine qu'on passe au niveau au-dessus. Au niveau de l'entraînement, est-ce que tu as commencé à avoir un entraînement un peu plus régulier? Et qu'est-ce qui fait que, bah voilà, rapidement, finalement, tu te retrouves dans un groupe haut niveau? Alors, en effet, ça a été assez rapide, hein, puisque j'ai attaqué en 89 et en 93, j'étais déjà en équipe de France cadette. Euh, il y a eu un petit passage intermédiaire, hein, aussi, un petit peu comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu le groupe League qui a Ouais. perduré d'ailleurs après. Enfin, c'est pas parce qu'on était en équipe de France qu'on n'avait plus des stages groupe League. Donc ça aussi, ça a forcément aidé. Donc après, on se fait un petit réseau, après le réseau local et club, et ben le réseau s'agrandit et puis on a des copains dans toute la région. Et donc on continue, hein, enfin déjà dans le département, hein, puisque moi je suis de la génération de Thierry Georgiou, François Gonon, et, et dans cette génération il y a aussi Benoît Pével et beaucoup d'autres, hein, Ouais. qui sont peut-être un petit peu moins connus. Donc voilà, bah, ça c'est une bonne émulation de groupe dans les jeunes années Ouais. qui permettent de poursuivre. Alors, je vais peut-être lâcher une autre petite vérité, c'est que j'avais pas vraiment un plan de carrière, hein. J'ai tendance à être, entre guillemets, un petit peu opportuniste. Lorsque les opportunités se présentent, et ben, tant qu'à faire, autant les saisir. Et ça s'est un petit peu passé comme ça, parce que moi, j'avais pas vraiment de notion de pratique et de sport de haut niveau. Je suis pas du tout issu d'une famille sportive, entre guillemets, acharnée, hein. Mes parents ont toujours couru et fait un peu de vélo, mais c'était pas des sportifs de haut niveau. Donc, j'avais pas vraiment cette culture-là. Donc, moi, l'objectif, c'était de pratiquer, mais je savais pas du tout, à ces jeunes années-là, où ça allait m'emmener. Mais je passais les échelons euh, facilement, rapidement. Donc, j'ai continué et voilà, du groupe League, le groupe cadet, et voilà, ça s'est enchaîné comme ça, Ouais. hein. Ouais. Et du coup, donc tes premières compétitions internationales là qui sont arrivées, c'est quoi ces souvenirs? Bah voilà, tu disais, t'avais pas forcément un esprit de haut niveau dès le départ, donc j'imagine que quand on débarque là-dedans, ça doit être un petit peu impressionnant, non? Au départ, au démarrage? Oui, 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 sûrement que c'était. Enfin, oui, oui, c'était impressionnant. Oui, si, non, mais je m'en souviens, hein. Je me souviens de certaines images. Donc Tu on parlais de appelait l'an. ça pour tout le monde les matchs cadets hein, à l'époque, hein. Les C'est premières ça, les matchs compétitions, les cadets, matchs matchs cadets. juniors, ouais. Ouais, Ouais. c'était des regroupements d'une petite partie de l'Europe, des jeunes Européens orienteurs. Mhm. Et oui, donc. Tu me posais la question sur l'entraînement. Bah là aussi, il n'y avait pas réellement de plan, hein. Ça se faisait donc principalement à l'école de CO. Bon, après, avant d'intégrer le club de Pélu, je faisais déjà de la course à pied en fait, hein. Donc, avant mes 10 ans, j'étais déjà licencié au club, le jogging club de Véranne, pour ceux qui connaissent. Et Ouais. donc, je pratiquais déjà la course à pied et j'avais déjà euh, aussi, entre guillemets, performé un petit peu localement. Et ça, c'était aussi très encourageant. Mhm. Et donc, voilà, mais c'était vraiment. Donc là, pour la course d'orientation, bah, je faisais les stages, je faisais l'école de CO, je faisais ce qu'il y avait à faire.
Je m'entraînais un tout petit peu tout seul, mais j'étais pas forcément le plus assidu pour m'entraîner tout seul, hein. C'était souvent un petit peu difficile d'y aller tout seul, ou alors j'aimais bien y aller tout seul, mais sans avoir forcément un plan à respecter. Donc c'était plus aller faire un tour de vélo ou courir un petit peu, mais c'était voilà, sans forcément qu'il y ait un cadre trop rigide. Je pense que voilà, j'étais un petit peu peut-être rebelle, et donc le cadre trop rigide me convenait pas trop. Donc en effet, ma première compétition, un match cadet qui avait lieu, je crois, en Autriche. Et ben ma performance sur cette première compétition m'a pas marqué, hein. Je suis pas, j'ai pas renoncé pour ça, donc c'est bien que ça m'a pas marqué à vie. Mais j'avais dû finir avant-dernier des gens qui ont fini, parce qu'il devait y avoir 2 ou 3 PM, et j'étais l'avant-dernier de ceux qui avaient bouclé la course. Donc c'était voilà. Alors, j'avais terminé ma course, hein, parce que j'avais tendance à pas trop aimer être disqualifié. Donc, l'objectif, c'était d'arriver au bout, mais ça n'avait pas été glorieux. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était ta première compète en match cadet. Et donc, pour revenir un peu justement sur l'entraînement, tu intègres le Pôle France après à Saint-Étienne, donc dans l'évolution. Non, alors le Pôle Comment ça France, s'est passé? ouais, alors moi j'ai fait mon lycée sur Saint-Étienne, donc Ouais. j'avais l'opportunité en effet de rentrer au Pôle France, et j'ai pas pris cette option tout de suite. Probablement parce que je voulais pas rentrer forcément totalement dans le cadre, je sais pas. Non, mais en tous les cas, le Pôle France, en fait, c'était à une époque, c'était 3 week-ends sur 4 en week-end d'entraînement, et un seul week-end retour chez papa-maman. Et donc là, bah, moi, en tant que lycéen, et en tant que lycéen, et n'ayant pas trop la culture du haut niveau, pour moi, c'était trop. Et donc, j'ai pas fait ce choix-là. Donc, j'ai pas fait le Pôle France. Par contre, j'arrivais à être un petit peu sparring partner sur certaines séances du Pôle France. D'accord. Donc, j'ai pas intégré le Pôle du tout de suite, puisque après, j'ai fait un BTS sur Dijon. Et donc, c'est à l'issue de ce BTS que je suis revenu sur Saint-Étienne, et que j'ai intégré le Pôle France. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 2000, quoi, hein. C'était D'accord. Ok. non, juste avant. Non, ça devait être 99-2000, ouais. Voilà, D'accord. quelque chose Ouais. comme ça. Mm-hmm. Alors du coup, tu as juste dépassé la petite compétition de 98. Tu vas nous en parler parce que Ouais, on euh, peut revenir là-dessus, oui. bah ouais, donc t'as avancé sur donc les premières compétitions, les matchs cadets, on en a parlé. Et en 1998, donc tu es sélectionné au championnat du monde junior, Oui. il me semble, hein. Et vous faites une médaille en relais, médaille de bronze. Alors raconte-nous l'équipe déjà, et puis bah voilà, déjà première médaille pour toi, voilà, sur un championnat du monde, c'est quand même pas rien. Quels sont tes souvenirs et comment ça s'est passé? Alors, mes souvenirs de ces championnats du monde, déjà, il faut savoir que j'ai fait deux J-Walk. Donc, j'avais fait 98 et après 99 en 19. Bulgarie. J'avais échoué à celui de 97. Donc là, je commençais doucement à comprendre ce qu'était le haut niveau, et ce qu'était la compétition en course d'orientation, et qu'on pouvait aller. Donc, j'avais essayé avec un match cadet. J'étais allé en Autriche, donc voilà, j'avais commencé à sortir un petit peu du territoire en course d'orientation. Et donc j'avais échoué, ouais, à ma qualification en 97 au J-Walk. Donc ça avait été un petit peu une petite déception. Voilà, donc en 98, eh ben, j'ai été sélectionné, et j'ai aussi été sélectionné dans le relais. Donc ça, c'était une grande fierté et une lourde tâche, À la maison, en plus, bah, hein, à Reims, il me semble, voilà, hein, France, hein. Ouais. c'était à la maison à Reims, et puis bah, avec Thierry et François dans l'équipe. Bah voilà, fallait pas trop, fallait essayer quand même de pas trop sortir de la trajectoire. Et bah là, il y avait déjà des, des petites habitudes, en fait, hein. Habituellement, François avait tendance à faire les premiers relais, et Thierry finir les relais. Donc ce qu'on a connu, hein, aussi plus tard. Et là, pour le J-Walk, le coach avait décidé
de me mettre en deuxième position et de mettre Thierry en premier et François en dernier. Et donc voilà, donc bah, forcément Thierry, sans grande surprise, est arrivé en tête. Donc là, il a fallu prendre le relais, donc Ouais. avec une bonne pression quand même au rendez-vous. Et puis ben, mon relais s'est plutôt bien passé. Alors j'ai fait quelques erreurs. Il y avait une erreur de Léon. J'avais fait une petite erreur de parallèle sur des Léons. Et donc je dois ramener le relais à la 6e position et tout de même assez proche d'un podium. Mais bon, voilà, ça reste un J-Walk. Et donc tout pouvait arriver. Et puis ben, François lui a terminé ce relais d'une superbe manière puisqu'il est arrivé à remonter les petites erreurs que j'avais fait et puis ben, à nous propulser sur le podium. Donc c'était vraiment super. Bon, Thierry avait déjà eu des médailles en J-Walk, mais bon là c'était quand même assez fort quoi. C'est Ouais, ouais. assez bien d'avoir un relais qui montait sur le podium d'un J-Walk. Ouais. Voilà. Ouais, tu nous reparleras peut-être un petit peu plus tard, parce que comme tu disais, tu as été dans ce groupe quand même exceptionnel de ces années 2000 jusqu'à 2010, on va dire, avec Thierry, avec François, avec Damien, enfin, donc vraiment c'était un niveau incroyable, donc j'imagine que ça Damien aussi, est arrivé un petit peu plus tard. Damien, Damien est arrivé un petit peu plus tard, mais oui, ouais. oui, bien sûr, enfin, un peu plus tard. Non, en 98, il était déjà là, mais c'est vrai que, enfin, si on reprend les années cadets, il est arrivé un petit peu plus sur le tard, mais oui. D'accord. Ouais, non, Mais il y bon, a une donc, du coup, sacrée émulation, hein, et ouais, puisqu'il y avait Nicolas Guirch aussi, qui était un petit peu plus jeune oui. aussi. Mais bon, il y avait Loïc Venon, enfin, il y avait Ouais. une belle liste de concurrence à cette époque. Ouais. Un sacré groupe. Et du coup, je fais un petit pas en avant, si tu me permets, puisqu'on on arrive sur l'année 2002. Donc là, tu es universitaire. Et donc, ben, là, c'est le Graal, parce que vous décrochez encore une fois en relais le titre de champion du monde. Donc, pour les gens du club, hein, on a trois personnes médaillées au club en championnat du monde, championne du monde, pardon. Et donc, bah, tu es la première que je reçois. Voilà, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde en 2002? C'est énorme, c'est pas rien. Encore une fois, une grosse équipe. C'était en Bulgarie, il me semble, c'est ça? C'est ça, ouais, c'était en Ouais. Bulgarie, oui. Oui, bah c'était sûr que c'était un super moment. J'avais manqué 2000, puisque 2000, les championnats du monde avaient lieu à la maison, dans les Monts de la Madeleine. Oui, Et j'avais oui. manqué ma sélection là-dessus, hein, puisque ça a été un petit peu le déroulé de ma carrière. Hein. J'étais toujours, entre guillemets, un petit peu limite, même si parfois j'étais capable de me transcender un petit peu sur les événements une fois qu'on m'avait fait confiance. Et donc bah, là, ces championnats du monde, en effet, bah, la concurrence est rude pour entrer dans l'équipe. Bon, l'avantage des championnats du monde universitaires à l'époque, c'est, enfin, je sais pas si c'est le cas encore, non, ça doit être 3 maintenant, hein, mais c'était des relais de 4. Ouais. Donc voilà, j'ai obtenu ma place dans ce relais. Alors, ce qui était à noter quand même, c'est que je l'ai eu au détriment de François Bonnon quand même. J'ai pris un petit peu la place de François dans le relais, donc c'était ce qui était. Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce qui m'avait un petit peu marqué, parce que pour moi, il était quand même au-dessus. Et en fait, bah, le coach, Michel Georgiou, avait dit que les places dans le relais se feraient sur les courses d'avant. Il y avait, me semble-t-il, une courte distance ou une moyenne distance, je me souviens plus, qui faisait office de référence pour le relais, enfin de composition de l'équipe du relais. Ah oui, Et d'accord. ben voilà, j'avais été devant François, et ce qui m'avait permis d'intégrer le relais. Et donc là, bah, pareil, j'ai de très bons souvenirs de cette course, puisqu'on avait quand même bien étudié le relais et la carte, enfin l'ancienne carte du relais, et on savait qu'il y avait une zone qui était très particulière et très compliquée. Et voilà, je m'en étais très bien sorti, mais bien entendu, c'est pas, enfin, je fais partie de l'équipe, mais c'est pas moi qui ai forgé le résultat. Et, et là, si ma mémoire est bonne, c'est Thierry qui avait terminé, mais je crois qu'il avait plus beaucoup de boulot à faire parce que l'équipe avait Ouais. vraiment été performante avant, Ouais. et donc il avait pas forcé son talent du tout pour nous le propulser à la première place sur ce podium. Ouais.
Et du coup, ça deux médailles en championnat du monde en relais, plus d'autres, on reviendra après sur des championnats de France. Enfin, le relais, c'est quelque chose qui te plaît, je crois savoir. Et tu peux aussi nous parler peut-être de ces grands relais, Tchomila, Yukola, auxquels tu as participé. Et tu as souvent fait des belles performances. Tu as été même premier relayeur, c'est des départs à quasiment 1000 personnes. Donc voilà, c'est quand même, c'est pas rien. Et tu as souvent bien perfé. C'est quoi qui est ton petit truc de relayeur, Ah, qu'est-ce qu'il fait? je sais pas si j'ai un truc. En effet, voilà, si on parle format de course, je pense que j'ai toujours eu des bonnes sensations et enfin, ouais, j'ai toujours été pas mal en relais. Je pense que j'aime bien la confrontation. Donc c'est l'avantage du relais, c'est qu'on court un petit peu en confrontation. Sinon, moi j'étais plutôt sprinter et longard. Je sais pas si on peut Ouais. dire ça comme ça. Je crois que ça ressemble un petit peu à Fredo. Hein. Je crois que c'est ce qu'il exprimait Ouais. dans son interview. Alors c'est très à l'opposé, hein, donc, mais je pense qu'il y a des similitudes sur ces formats, hein, outre le physique. Et voilà, donc le relais, oui, c'est vraiment un truc que j'appréciais. J'ai fait beaucoup de premiers relais, et donc cette confrontation qui est rare en CO, elle me plaît particulièrement. Et en effet, donc j'ai fait un certain nombre de Tio et de Yuko, et j'en garde aussi de très très bons souvenirs. Je me souviens d'en avoir fait une avec Aldon, parce qu'à une époque, on avait Peter Torrezon en coach de l'équipe de France. Et il Ouais. m'avait un petit peu challengé parce que j'avais pas de club en Scandinavie à cette époque-là. C'était un petit peu compliqué pour moi d'aller en Scandinavie et de se confronter enfin, et d'être dans un club scandinave. Ouais, c'était sûrement pas aussi facile qu'en fait actuellement. Hein. Ouais. Faut bien se dire que c'est notre génération qui a introduit ça par Thierry, hein, bien entendu, et François. Et moi, bah, comme j'ai été un petit peu timide pour aller au pôle et j'ai mis un petit peu de temps, et bah, pareil, pour intégrer un club en Scandinavie, ça a été un petit peu plus laborieux et long. Mhm. Et donc, Peter m'avait dit, ben, allez, tu vas courir pour l'équipe 3 d'Aldon. Et donc, tu vas partir sur le premier relais parce que je veux voir un petit peu ce que tu as dans le ventre. Donc voilà, et donc l'équipe 3 d'Aldon, même si Aldon c'est un super club, ben, en effet j'étais plutôt proche de la dernière ligne. C'était une Yuko, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et là, c'était 1200, hein, je pense, le dossard. Je sais pas si ça allait pas jusqu'à 1400. Donc déjà, c'était un peu impressionnant. Et, euh, et donc, bah, sur ce relais, j'ai fini, je suis rentré 50e. Ah ouais. Et devant l'équipe 1, le relayeur de l'équipe 1 du club. Donc voilà, Ouais. c'était déjà une première bonne sensation au relais. Et après, bah, j'ai enchaîné avec Hockey Allen, dont une Tiomila où je suis rentré troisième de la nuit enfin de la nuit, du premier relais de la Yukola, de la Ah. Tiomila, pardon. Là-dessus, ouais. Et Ouais. ça, c'était aussi un super souvenir parce que c'était avec mon club d'Hockey Allen, où il y a encore un coach qui est au top et qui donne une confiance phénoménale. Et donc, bah là, c'était un vrai bon souvenir en compétition parce que c'est vraiment un moment où on a la sensation en fait de presque être inarrêtable. Parce que, donc pour résumer un petit peu ce relais et ce premier relais, on s'est détaché à une dizaine ou une douzaine de relayeurs en avant de la course. Et enfin voilà, j'avais une maîtrise totale de ce qui se passait et j'étais vraiment en orientation offensive. Enfin, voilà, j'étais vraiment à fond dans le match. Et à 1 kilomètre à mon avis de l'arrivée, enfin, je prenais déjà des initiatives et là j'en ai pris une sur laquelle les autres n'ont pas, ont pas rebondi et donc ils ont pris une autre trajectoire. Et là j'ai Ouais. perdu, j'ai pas perdu le contact, mais j'étais au fond du groupe et enfin oui, pas loin de perdre le contact. Et sur le choix suivant, j'arrive à revenir complètement dans le match et à repasser devant, quoi.
Et donc à l'arrivée, en fait, j'ai même pas joué le sprint parce que j'avais tellement la banane de rentrer en tête du relais et d'avoir, enfin vraiment de ne pas avoir compté sur les autres, de vraiment l'avoir fait moi-même, Ouais. que voilà, j'étais trop content et enfin voilà, je me suis même pas excité sur le relais, sur le sprint, alors que je voyais les deux autres qui étaient devant, ils étaient vraiment mis à donf pour rentrer premier parce que ça a quand même Bah oui. enfin, c'est un super challenge de rentrer en tête. Ouais, Moi, bien sûr. le boulot était fait. Enfin, voilà, une grosse fierté, un vrai bon souvenir. Ça ferait D'accord. une question de moins. Hein. Et Voilà. Donc, ouais, ouais. je sais plus quelle était la question, mais en tous les cas, les relais, ouais, Ouais, vraiment, c'était ça, ouais, vraiment. c'était les relais. Du Donc coup, après, bien entendu, on a plein d'autres relais et des relais avec le club hein, qui se sont aussi super bien passés. Mais vas-y, je te laisse. eh ben non, mais si, ça me permet d'enchaîner. J'étais sur les différents titres, donc deux titres en relais aussi en 2007-2010 en championnat de France. Hein, et puis voilà, avec cette arrivée mythique, avec la victoire de Pellu contre le NO, c'était un sacré truc, c'était un sacré moment pour nous aussi, pour le club, avec ce finish coude à coude. Et voilà, c'est des moments où j'imagine qui t'ont marqué. Enfin, en tout cas, tu dois en être fier parce que voilà, ça veut dire que tu as aussi porté très haut les couleurs du club de Pellu, enfin toujours maintenant, mais voilà, sur ces années-là, c'est dans les vrais premiers titres de champion de France senior qu'on a eu au club, donc j'imagine que pour toi aussi, ça c'est une vraie fierté. Oui, je sais pas. Enfin, les sentiments sont partagés parce que c'est sûr qu'on aimerait que si tu parles du finish face aux noses, on aimerait que ça se termine beaucoup plus sereinement et entre guillemets facilement. Mais en l'occurrence, voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, je sais pas s'il faut revenir exactement sur l'événement, mais Non, voilà, non. il y a eu une bousculade dans le couloir d'arrivée. Ni Thibaut Dunoz, ni moi nous sommes percutés de façon volontaire, enfin, en tous les cas pour moi. Et, enfin, et pour Thibaut, j'en suis sûr aussi. Et voilà, et donc il y a eu un petit accrochage qui a fait qu'on a fini devant, enfin, on a fini devant à ce moment-là. Bon, voilà, c'était des conditions de course un peu particulières. C'est sûr que ça. Enfin voilà, c'est pas forcément mon meilleur souvenir, même si en effet, bah, il y a la petite rivalité Nos-Pellu qui s'est exacerbée, on va dire, à ce moment-là, sur cet événement. Mais euh, ça montre ton côté sprinter aussi, tu disais tout à l'heure, parce que ces formats de sprint, finalement, tu as connu un peu l'arrivée des formats de sprint. Voilà, ça n'existait pas en 93, quand tu as commencé, il n'y avait pas de compétition de sprint. Donc, tu as connu ça et c'est quoi qui t'a plu dans ce format-là, dans ce format urbain, beaucoup plus rapide finalement qu'en forêt? Le sprint, bah, ouais, c'est la prise de décision, c'est le fait que ce soit rapide, c'est le contact aussi avec le public. Je trouve que c'est vachement bien parce que ça demande, un petit peu comme en relais, à gérer son stress, puisqu'on est, enfin, voilà, il y a du monde autour, on est vu, et donc il faut gérer ses émotions pour arriver à orienter correctement. Donc ça, c'est un challenge que j'aime beaucoup en course d'orientation. Et en effet, en préparant l'interview, là, je me suis replongé et j'ai vu que j'avais fait une des bonnes perfs en 2004, par exemple, en sprint. Et en effet, c'était les débuts du sprint. Bah, en 2004, j'ai fait 15e d'une Coupe du Monde, par exemple, Mm, de sprint. mm. Et ce qui fait partie quasiment de mes meilleurs résultats en senior en Coupe du Monde. Mm. Donc, en effet, voilà, c'est un format que j'appréciais. Je pense que, par déduction, en fait, hein, le format moyenne distance, c'est le format où j'étais le moins compétitif parce que j'avais un petit peu de mal à conserver un haut niveau d'orientation sur une durée intermédiaire comme ça. Hein. C'était Ouais. un petit peu compliqué à un moment ou à un autre, à 25, 30 minutes. Et ben, il y avait un petit pet Mm. qui venait se mettre en travers de la course et qui faisait que ça performait moins que sur les autres formats. Ouais. Ouais, c'était difficile. C'est Voilà. difficile. Techniquement, c'est sûr qu'après, il faut rester concentré, c'est pas évident. Euh, Tu décides ensuite de finir ta carrière, on va dire, au niveau international en VTTO.
Raconte-nous un peu comment tu as basculé là-dessus, qu'est-ce qui t'a fait venir au VTTO. Voilà, tu as été en équipe de France VTTO senior pendant un certain nombre d'années, donc voilà, c'est pas rien non plus. Donc finalement, tu as réussi à faire la bonne bascule. Comment tu es arrivé à faire ça? Alors, en fait, le VTTO, je l'avais en effet mis entre parenthèses. Mais le VTTO, en fait, j'en faisais déjà dans les années 90. Ouais. Donc en jeune, hein, je faisais du VTTO. Bien sûr, il y avait pas de compétition puisque les premiers championnats du monde ont eu lieu. 2002. C'était 2002 2002 à Fontainebleau. à Fontainebleau. D'accord, Ouais, voilà, c'est ça. 2002 à 2002. Fontainebleau. Ouais. J'allais dire 2000, tu vois, mais ouais, là, c'était dans ces eaux-là. Et donc, moi, déjà en 97, 98, 99, je faisais les championnats de France de VTTO, même en 96 d'ailleurs. Parce que si je reviens aussi loin que ça, 96, ça a été aussi un déclic dans ma carrière, puisque en fait, c'est une année où j'ai j'ai cumulé les titres donc, de champion de France de VTTO et de CO pédestre. Ouais. Il n'y avait qu'un seul format hein, à l'époque. Il n'y avait que la longue distance pour nos catégories d'âge. Et j'avais également gagné les 3 nationales. En fait, il y avait 3 nationales sur l'année. Et le club se déplaçait sur toutes les nationales. C'était pas oula, pardon, par quartier de France, là, ça n'existait pas. On allait sur toutes les nationales. Et donc, j'avais fait, entre guillemets, ce qu'on peut appeler un grand chelem, c'est-à-dire que j'avais gagné les 3 nationales et les 2 championnats de France. Donc voilà, le VTTO, c'est quand même une vieille et longue histoire. Oui, je voulais aussi revenir sur 2003, 2004. 2004, je pense que c'est une de mes années les plus hautes au niveau intensité, là, avec en 2003, je suis qualifié pour mes premiers championnats du monde. Je dis pas de bêtises, non, c'est 2003, hein, les premiers championnats du monde où Thierry Georgiou gagne son premier titre en moyenne distance. Donc en Suisse, là, moi je suis qualifié pour la longue distance, où je termine 31e. Alors ça paraît en fait, aujourd'hui, ça nous paraît être des places très mauvaises. Il faut savoir que avant les années 2000, c'était quasiment la meilleure place qu'un Français obtenait en championnat du monde, hein, senior. Donc avant la génération, moi je suis pas pour grand chose, mais avant notre génération et Thierry, voilà, en championnat du monde, quand on rentrait dans un top 30, on était quasiment le meilleur français. Bon, toute proportion gardée, hein, il y avait Olivier Coupard en 96 qui avait fait un top 6. Mais voilà, on était déjà un super bon orienteur français lorsqu'on faisait ça. Et puis, un deuxième walk en Tu fais 2 Suède. fois 31e. Voilà, 2 fois 31e en Suède. Donc, mec de la CO, 31e aussi en longue distance. Et j'ai un super souvenir à mon premier walk donc de longue distance où je passe au post-spectacle déjà j'étais le deuxième à partir, j'avais rattrapé le premier assez tôt et je rentre sur l'aréna, tout s'était super bien passé et ma course était presque parfaite et malheureusement par un je sais pas, j'étais heureux d'avoir bien accompli mon travail jusque-là. Résultat, ça m'a provoqué une petite déconcentration qui m'a fait faire une erreur, mais de débutant. Derrière un carrefour de chemin, vraiment une connerie qui me coûte 3-4 minutes et qui doit m'éloigner d'un potentiel top 20 sur ces premiers championnats du monde. Donc c'était un petit peu dommage, mais bon, j'étais quand même très satisfait parce qu'en partant quasi premier de l'épreuve, c'était déjà une bonne perf de rentrer 31e. Quoi. Voilà, puis après, des très bons souvenirs au WOC en 2004. Et puis une super Coupe du Monde aussi. Et malheureusement, je me blesse l'hiver 2004-2005. Et donc, j'ai rien fait en 2005. J'ai quand même fait des choses puisque j'ai organisé la semaine fédérale qui a eu lieu dans le Pilat. Ouais. Donc là, ça a été un coup d'arrêt, un petit peu un coup d'arrêt dans ma
dans ma progression et dans ma carrière, quoi. Ouais. Je m'en suis remis un petit peu après, hein, parce que j'ai vu, en regardant le palmarès, j'ai quand même eu quelques bonnes perfs en 2006-2007, mais c'est vrai que voilà, ça a un peu freiné ma carrière. Ouais. Pour revenir au VTTO, pareil, une déception sur le déroulé de ma carrière. Je pense que ce sera c'est pas une déception gigantesque parce que c'était pas une surprise. Les jeunes commençaient vraiment à pousser fort. Il y avait aussi une génération couteau entre les dents là qui débarque en 2008, 2009, 2010. Donc voilà, je laisse passer avec les Fredo, mais il y a les types Poupard et j'en passe bien entendu une grande flopée. Ne me permettent pas de me qualifier pour les championnats du monde en France. Ça, je pense que ce sera un petit regret, mais bon voilà. Donc après, je tourne un petit peu la page sur la course d'orientation pédestre, même si je la lâche pas forcément totalement. Et aussi, je me mets un petit peu au raid multisport. Je commence à diversifier ma pratique. Donc le VTTO, ça me paraît aussi naturel. En plus, il y a Anna et Yo qui sont super moteurs dans le club. Donc je me dis, ouais, c'est cool, j'y vais. Je me lance dans le défi du VTTO. Ouais. Et puis ça m'amènera à faire deux championnats du monde. En général, moi je fais par deux J-Walk, deux Walk, deux FISU et deux championnats du monde VTTO. 2013-2016, si je dis pas de bêtises, avec je crois que je fais une 24e place là en longue distance, pareil mais voilà, je me donne sans doute pas tous les moyens pour être le plus performant possible, mais je suis déjà je suis toujours motivé, mais plus pour me contraindre comme j'ai pu l'être en termes d'entraînement dans les années 2000. Voilà. Ouais. Voilà, je pense que le championnat du monde fait un petit peu la bascule et voilà, j'y vais très volontiers pour être le plus performant possible. Mais il y a plus performant et voilà, j'y vais pas avec la même envie que dans mes jeunes années folles du pédestre, on va dire. Alors, tu décides ensuite de mettre un terme à ta carrière, donc juste après, en fait, en 2016, juste après les championnats du monde, de haut niveau, hein, je parle. Ouais, 2017, ouais. 2017, voilà. Attends, non, 2016, t'as raison, c'est moi qui dis des bêtises. Ouais. Et du coup, c'est comment cette décision, j'imagine qu'elle n'est pas facile à prendre. Après, tu as un peu d'évoqué, peut-être un petit peu moins d'envie. Voilà, quasiment quasiment 20 ans, on va dire, de haut niveau. J'imagine que c'est voilà, plus long, quasi 25, hein, un peu moins de 25 ans d'équipe de France, quoi. Donc en effet, oui. Alors, dans mes rêves, quand j'étais tout jeune orienteur, j'avais, quand j'ai dû intégrer l'équipe de France, donc en 93, il y avait un orienteur qui existe toujours, qui s'appelle Yves Deville, et qui avait qui menait une carrière de haut niveau assez longue dans le temps. Et c'est vrai que j'avais cette envie d'être sportif de haut niveau jusqu'à 40 ans, d'essayer d'être performant tard dans la durée. Bon, voilà, ce rêve ne s'est pas concrétisé exactement comme ça, mais après, bon, c'est un petit peu ce que je disais au tout début de l'interview, c'est que je fonctionne par opportunité. Et là, je pense qu'en effet, c'était l'occasion de passer aussi un petit peu à autre chose, quoi, hein, de changer un petit peu et puis en effet, hein, d'arrêter, c'est toujours un petit peu difficile, hein, je pense que Johan l'a exprimé, c'est un petit peu difficile lorsqu'on a pendant plus de 20 ans fonctionné dans un milieu et d'une certaine façon, c'est un petit peu difficile de décrocher parce que on connaît pas que ça, mais presque. Enfin, c'est prenant, donc forcément. Alors après, tu t'as pas vraiment, enfin, tu as décroché sur le haut niveau, en tout cas, tu as mis terme à ta carrière de haut niveau, mais tu peux nous parler peut-être maintenant un peu de ton boulot, parce que ton boulot depuis de nombreuses années, c'est dans la CO, donc cadre technique, enfin, en tout cas, tu travailles pour le CD, pour le comité départemental de la Loire. Raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est ton quotidien, comment ça se passe, quel est ton boulot exactement, parce que voilà, tu restes dans ce milieu de la CO, mine de rien, c'est ton travail. Exactement, oui, c'est vrai que donc j'ai pas en effet totalement tourné la page, j'ai quand même gardé un petit pied dedans.
Mais parce que la CO, oui, ça fait maintenant partie d'une grosse partie de ma vie. Et puis, je pense que c'est un sport génial à tout point de vue. Je voulais justement évoquer, par exemple, en 2005, lorsque j'ai organisé avec le comité la semaine fédérale, en fait, ce qui m'a le plus frustré sur cette année off, où j'ai vraiment quasiment rien fait au niveau sportif, ça a été en fait de courir en tout terrain. En fait, je me suis rendu compte ce jour-là que j'appréciais presque le plus en course d'orientation, enfin, oui, je peux presque dire, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment la course en tout terrain et toutes les sensations que ça peut dégager. J'avais cette frustration de ne pas pouvoir, ben, là, les orienteurs comprendront, hein, fouler un parterre de feuilles ou d'épines, ou essayer de naviguer à travers un lapia. Voilà, ça a été une frustration importante. Je m'en suis rendu compte avec cette blessure qui m'empêchait totalement de courir. Et voilà, donc c'est pour dire que bah, voilà, la course d'orientation, c'est pas totalement dans mon ADN, mais presque. Enfin, je veux dire, voilà, cette sensation de liberté, de faire ses choix. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui me correspondent beaucoup dans ce sport. Donc, je ne l'ai pas totalement quitté. Et en effet, en 2002, j'ai, sur une opportunité aussi, hein, j'avais terminé mes études, j'avais un BTS génie civil en poche. Et j'avais pas envie de travailler dans le BTP parce que si j'avais dû travailler dans le BTP, je devais tout de suite dire non au haut niveau. Donc, le comité départemental a ouvert ce poste. Mes parents m'ont dit, bah tiens, t'as vu qu'il y avait ce poste? Moi, j'avais pas vu ça. Voilà. Donc, ils m'ont dit, bah ça serait peut-être bien de postuler, ça peut être peut-être pas mal. J'ai dit, bah allez, feu. Et puis, j'ai été pris. Et puis voilà, ça fait. Donc, Ça fera 20 ans prochain. ouais, quasiment bientôt 20 ans que j'y bosse. Donc, mes fonctions au sein du comité, c'est de gérer toute l'activité CO sur le département, le développement, aider les clubs à réaliser leurs entraînements, leurs compétitions, à gérer la cartographie. Donc, pendant cette période de crise sanitaire, mon activité s'est un peu réduite sur tout ce qui est séminaire et encadrement de groupe. Mais on a pas mal de boulot avec les collectivités sur les parcours permanents d'orientation. Et puis, j'aide toujours à la section sportive d'Honoré d'Urfé, donc que j'encadre tous les mardis sur une séance et que j'accompagne aussi depuis quelques années maintenant sur les championnats du monde scolaires. Et ça aussi, c'est une super expérience, un petit peu de l'autre côté, mais pas côté sportif, mais côté coaching et management du groupe. Et voilà, c'est aussi très intéressant et enrichissant. Et ça me permet aussi de voir quelles pouvaient être les difficultés qu'avaient les entraîneurs à me manager, puisque moi, maintenant, je dois manager des jeunes qui sont plus ou moins faciles, enfin, qui ont leur caractère, et que voilà, il faut arriver à faire en sorte que l'alchimie prenne. Ouais. Alors, si on devait essayer de faire ressortir, avant d'arriver au terme de cette interview, si on doit faire ressortir un petit peu, c'est plus de 25 ans de carrière de CO, c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, s'il y a des 2-3 moments, tu nous as déjà bien évoqué hein, pas mal de choses, pas mal de super moments. Peut-être plus au niveau du club, on a beaucoup parlé peut-être du haut niveau, peut-être au niveau du club, qu'est-ce qui ressort maintenant, voilà, là, sur toutes ces années de CO, et puis maintenant, ce que tu as envie aussi, toi, en tant que licencié du club, qu'est-ce que tu voudrais maintenant pour la suite? Le club, enfin, je suis ultra chauvin du club de Pélussin. Hein. Je me vois pas, même si je suis dans le 6-3 signé dans un autre club que celui de Pélus. Non, il m'a apporté beaucoup. Ouais, je sais pas si je vous rassure parce que oui, je pense que j'ai des choses à apporter, peut-être moins au niveau sportif, mais je pense que je peux encore pouvoir apporter des choses. Alors je me suis mis un petit peu en retrait puisque voilà, pour raison familiale, on va dire, Oui. lorsqu'on a des enfants en bas âge, et ben il faut aussi peut-être se mettre un petit peu en retrait
en tous les cas de l'activité bénévole que je pouvais avoir au sein du club. Mais je suis très fier et très content de la tournure que prend le club et des initiatives qui sont prises. Hein. Je te le redis là en présence de tout le monde, mais l'initiative des interviews, je trouve que c'est génial. Tout ce qui a été fait pendant la période de confinement et la présidence de Johan sont vraiment bien. Je regrette un petit peu, moi, d'être à l'écart. Hein. Je me mets moi-même à l'écart pour d'autres raisons. Enfin, c'est pas que je regrette, j'admire et j'apprécie tout ce qui est fait. Et j'aimerais beaucoup être peut-être plus actif et vous aider. Ce n'est que partie remise. Peut-être un petit peu plus en 2021 si la situation sanitaire nous laisse tranquille. Mais j'ai des idées pour le club mais les idées en tous les cas que vous développez actuellement et qui sont développées au club sont vraiment bien. Et je ne peux que les encourager et je suis très fier de notre club depuis très longtemps. Voilà, non, je pense que les autres athlètes l'ont très bien dit et d'ailleurs c'était intéressant de l'entendre parce que je sais pas, enfin, j'étais pas sûr que tout le monde avait cette notion-là en tête, mais beaucoup ont dit, et je pense que tout le monde l'a en tête en fait, c'est que le club nous apporte beaucoup lorsqu'on est sportif de haut niveau, dans nos jeunes années avec l'école de CO, et c'est important de lui rendre aussi à un moment. Et donc voilà, Jo le fait très bien. Fred et Nico, bon, ils sont encore en activité, donc ils ont pas à le faire, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils renvoient aussi après leur carrière, même s'ils envoient déjà beaucoup, et ils font beaucoup pour le club. Voilà, Margot a fait aussi, Naïs bien évidemment, donc ça c'est génial que les sportifs de haut niveau du club aient cette conscience-là, mais je crois que c'est aussi un petit peu entre guillemets culturel au sein du club. Hein. Je pense que les parais, moi en tous les cas, m'ont inculqué ça et sans me forcer et sans me mettre le couteau sous la gorge, mais voilà, je trouve que c'est bien, très bien, bravo. On te remercie, je crois que le club te remercie aussi pour toutes ces années et puis tout ce que tu as apporté et tout ce que tu apporteras encore. Et puis voilà, c'était tout le temps avec du plaisir qu'on te suivait sur les différentes compètes et puis sur toute cette carrière. Avant de finir cette interview, une petite question que je pose à tout le monde. Quelle est pour toi alors la définition de l'orienteur parfait? Cette fameuse question. Je vais reprendre mes notes. Hein. Ouais, j'avais aussi des bons souvenirs. Tu m'as pas posé la question sur les mauvais souvenirs. Ah oui, mais bon, les je pires crois qu'on souvenirs. les a beaucoup. Non, mais on les a beaucoup évoqués quand même. On en a beaucoup sur parlé. sur les bons souvenirs, j'ai un ou deux bons souvenirs en plus de ceux que j'ai déjà pu vous évoquer. C'est une époque, la Fédération internationale devait se chercher un petit peu et ils avaient fait un format qui était assez intéressant. Ils l'ont pas maintenu. En fait, c'était une course à élimination. Alors, c'était une ultra longue distance en départ en masse donc qui avait lieu en Suède, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'était donc une course à élimination. Donc, il y avait deux ou trois portes où ils filtraient le nombre de personnes qui passaient à ces portes. C'est-à-dire qu'on partait en masse, on était, je sais plus, 150, 180. La première porte, c'était les 100 premiers, et la deuxième porte, ça devait être les 45 premiers. Donc derrière, soit il restait une carte, on pouvait prendre la carte et partir sur la suite du parcours, soit il n'y avait plus de carte et la course s'arrêtait pour nous. Et ça, c'était un super souvenir. Je me souviens que François avait dû faire troisième de cette course-là. Et moi, j'étais arrivé à passer toutes les portes, ce qui était déjà un super challenge. Et c'était une course où on voyait même des gars super costauds d'habitude arrêtés sur un caillou en train de récupérer parce que c'était un format qui devait faire 23, 25 bornes, je sais plus, et dans du marais et de la bruyère scandinave, donc ça, même des costauds étaient partis des fois trop vite et avaient dû jeter l'éponge, donc voilà, ça c'était un super souvenir
proposé par la fédération internationale. Bon, ça n'a pas duré, mais c'était bien et je pense que ça m'avait plu aussi parce que c'était une course Un peu long. en confrontation surtout, en confrontation directe. Oui. Et donc, mes mauvais souvenirs, je fais les questions à ta place. Hein. Bah ouais, vas-y. Non, il y avait. Non, mais c'était principalement mon match cadet avec Ouais. en effet cette presque dernière place qui m'avait un petit peu frustré. Voilà. Qui a Et lancé puis, ta carrière finalement. Qui a lancé ta carrière. peut-être qui m'a mis des coups de pied au cul et parce que je fonctionne aussi un petit peu comme ça. Hein, il faut des fois me challenger pour que je montre que je suis capable. Et donc là, c'était un beau challenge que d'arriver à faire mieux que dernier quand même. Donc voilà. Et Alors, donc, l'orienteur parfait. sinon, donc, l'orienteur parfait. Revenons à l'orienteur parfait. Je suis trop bavard, hein. Je vais te faire une interview géante, là, non? Ouais, ouais, c'est bon. Mais 25 ans de carrière, ça se résume pas en un quart d'heure. Hein. Ouais. Oh, j'en aurai encore hein, des années Bah là-dessus, oui, je me fallait. doute. Non, mais on va en rester là. Donc, l'orienteur parfait, bah, bon, Yo, je pense qu'il l'a assez bien résumé. Je pense qu'on on peut pas ne pas citer Thierry Georgiou. Bon, moi, je peux encore moins le citer, ne pas le citer parce que j'ai fait ma carrière avec lui. J'étais en confrontation 1000 fois avec lui, même si c'était pas de la confrontation, parce que en fait, tout le monde avait un petit peu tendance à partir en sachant qu'il allait de toute façon être battu par Thierry. Même si tout au long de ma carrière, je l'ai battu, mais ça n'a jamais été réellement très à la régulière. À la régulière, je me souviens d'une course où j'avais dû finir à 14 secondes ou à 17 secondes sur un championnat de France longue distance. Ah ouais. Et donc, on était à un hébergement commun avec le Nose et il avait égrené toutes les secondes sur des feuilles A4 nous séparant à l'hébergement pour me rendre jusqu'à ma chambre. En fait, il avait noté tous les mètres, les secondes qui me séparaient de la première place qu'il avait obtenue ce jour-là. Ça, c'est un petit souvenir, voilà, sympa. Et puis voilà, non mais Thierry, en fait, moi je le classe comme un sportif prodige, prodigieux, je sais pas comment il faut dire, enfin un sportif en fait euh, qui a comment on peut dire, qui a vraiment fait le tour et étudié l'intégralité de sa discipline. Je me trompe peut-être en disant ça, hein, parce il nous dévoilait énormément de choses, il partageait beaucoup de choses, mais je pense qu'il y en avait encore au moins le double au fond de sa tête de ce il échangeait avec nous. Je pense qu'il avait encore de la matière au double dans sa tête. Donc voilà, pour moi, c'est un sportif très particulier, je pense. Que chaque discipline a un sportif un petit peu référence, je sais pas, peut-être Pelé pour le foot, Michael Jordan pour le basket. Je pense que c'est des gens qui sont un petit peu, ouais, qui sont uniques, qui planent un petit peu au-dessus de leur discipline. Voilà, c'est mon avis. J'ai côtoyé aussi beaucoup d'autres orienteurs qui étaient complètement différents et je pense qui ne poussaient pas aussi à l'extrême leur vision de la chose. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un sportif exceptionnel qu'on peut mettre sur le même niveau que ces sportifs que je viens de citer ou que Martin Fourcade pour le biathlon. C'est vraiment. Voilà. Et donc ça. Voilà pourquoi je ne pouvais pas le sortir de cet orienteur parfait. Je pense que c'est pas possible. Mais sinon, pour être un petit peu plus chauvin et parler club, je pense qu'on arriverait à faire facilement un orienteur parfait avec tous nos sportifs de haut niveau et en les mélangeant un petit peu tous. Alors, je prends mes notes hein, quand même pour vous dire ça. Parce que, par exemple, je reprends les interviews hein, en fait, qui sont très, très enrichissantes et très intéressantes. Je pense que Margot, pour sa fiabilité technique, elle avait une vraie qualité d'orienteuse parfaite. Carole, je pense, pour sa pugnacité, sa compétitivité, elle était vraiment à fond et acharnée, on va dire, au niveau compétition. Naïs, pour
ne pas tomber dans la précipitation. Alors ça, c'est ce qu'elle a évoqué. Je ne sais pas si elle y arrivait, mais à essayer de bien faire toutes les étapes pour techniquement arriver correctement à sa balise. Fred, alors Fred, c'est pour sa vitesse, ça c'est sûr, et son ininfluençabilité, c'est-à-dire que Fred, moi je l'ai vu courir et même s'il est avec face à Thierry Georgiou, puisque je l'ai vu en stage moult fois courir face à Thierry Georgiou, eh ben il va pas dire bon là c'est Thierry Georgiou, je vais me mettre dans la roue et ça va bien se passer. Non, lui il fait son truc sans se faire influencer et il tient son cap. Et ça, pour ça, chapeau. Et je pense que c'est important pour un orienteur parfait. Thierry, il s'est pas dit tiens, je vais me faire influencer par telle ou telle personne. Il a pris chez chacun, mais il a fait lui-même sa personnalité, quoi. Et donc ça c'est une qualité de Fred, en plus de sa vitesse, bien entendu. Nico, pour sa capacité mentale, je pense, à obtenir un niveau de confiance important le jour de la compétition. Je pense qu'il est capable de mettre en place tout ce qu'il faut à l'entraînement pour être en confiance, puisqu'on en a parlé aussi sur les autres interviews. Je pense que c'est capital, la confiance en course d'orientation. Et Yo, pour sa polyvalence et son aspect volontaire. Voilà, je pense que tout ça, ça fait un super orienteur parfait. Et on n'a pas encore interviewé tout le monde en plus, hein, donc pour non, dire... non, mais je leur trouverai aussi leur qualité aux autres, il n'y a pas de problème. Voilà. Je reprends juste Yo, moi je mettrais beaucoup plus, donc si je reprends son interview, il dit que il y a 33% de physique, 33% de technique, 33% de mental. Moi j'ajouterais un pourcentage beaucoup plus élevé au mental. Je pense que la course d'orientation, mine de rien, elle se passe énormément dans la tête. Bien entendu, si on court à 12 km/h, on gagnera pas, hein, ça c'est sûr. Et si on fait 2 minutes d'erreur à chaque balise non plus, mais l'aspect mental est capital. Je lui donnerai au moins 50%. Bon, c'est noté. Voilà. Eh ben, merci JB pour cette interview enrichissante et puis vraiment hyper intéressante sur toute ta carrière. Merci d'être revenu aussi précisément sur tout ça, d'avoir aussi bien préparé avec toutes ces anecdotes. Ouais. Et puis, ben, on se dit à bientôt en espérant qu'on puisse se organiser un CFC en 2021. Et, Oui. et se voir à ce moment-là en tout cas, et puis on a hâte de te revoir aussi un petit peu plus tard avec la famille. Oui, avec la famille, et j'espère bien revenir sur les compètes, et j'essaye doucement de me remettre au niveau pour réintégrer les équipes du club au CFC 2022 ou 2023 ou au CNE en tous les cas cette année. Sans aucun doute. Bon, merci en tout cas JB, merci beaucoup, et puis à bientôt et bonne fin de journée. Merci Robin, bonne fin de journée, à bientôt.